Bienvenue à Cinéma Maison, un balado sympathique produit par le fil culturel d'Atul.ca. On décortique des films sous toutes sortes d'angles, en commençant par des films qui nous semblent une bonne représentation de nos origines respectives. On fait ça en compagnie de Margot Hujda, Samuel Larivière, Alexia Chevrunet et moi-même, Marianne Godbout. En 1981, ma vie a commencé à se compliquer quand j'ai changé d'école. Il s'appelle Riccardo Troggi. C'est Troggi. Pour le premier épisode, on vous parle du film 1981 de Riccardo Troggi, réalisé en 2009. C'est le premier film de sa trilogie 1981, 1987, 1991. Puis pour Riccardo, son plus récent, c'est Le Guide de la famille parfaite, qui est sorti en 2021. En tête d'affiche, on a Jean-Carl Boucher qui joue Riccardo Troggi lui-même parce que c'est un film un peu autobiographique. Puis Riccardo Troggi joue aussi le narrateur lui-même dans son propre film. Il y a Sandrine Misson qui joue sa mère à Riccardo et Claudio Colangelo qui joue son père, à noter. Donc, moi, c'est un film que j'ai choisi parce que personnellement, je viens de la banlieue. Puis c'est un film qui se passe à Sainte-Foy, c'est une famille de classe moyenne. Moi, ça m'interpellait par rapport à ça. Après, ce que j'ai commencé à remarquer par rapport à ce film-là, c'est qu'il représentait assez bien une espèce de... une vision du consumérisme que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans la banlieue. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Hein? Ben moi, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai pas habité en banlieue, mais l'idée que je m'en fais, et peut-être que, justement, il y avait cette tendance-là, sauf que c'est un consumériste, je pense que, perso, que moi, j'ai vu aussi à Montréal, mais que je considère qu'il est ancré dans une période de la vie, dans ce cas-ci, la préadolescence, là, où est-ce que vouloir des trucs, c'est une façon de définir ton identité. Au niveau de tout ce qui est banlieue, je te dirais, moi oui, je le reconnais. Là, c'est seulement, c'est surtout en fait avec les expressions, genre le perrette. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai connu, mais entendre justement des jeunes qui vont perrette, ça fait très. Ça me rappelle beaucoup à la banlieue, personnellement. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est sur le consumérisme. C'est que ça se concentre vraiment dans quelques symboles. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé que le symbole du catalogue, du personnage principal, c'est vraiment le symbole par excellence pour Riccardo, qui va pas posséder les objets en eux-mêmes, mais qui va de manière indirecte essayer de les avoir avec ce catalogue. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un objet transitionnel pour Riccardo parce que ça va compenser sa frustration de ne pas avoir les objets parce que sa famille et lui-même ne peuvent pas se l'offrir. Et ça va compenser sa frustration. Et je trouve que c'est aussi une part de son identité, justement, comme tu disais, Alexis. Ça va aussi le définir lui-même, Riccardo, ce catalogue-là. Mais le catalogue, en plus, c'est drôle parce que dans le film, on parle du catalogue de distribution consommateur. Puis, moi, dans ma jeunesse, il n'y avait pas ça. Parce que, contrairement à Riccardo Troggi, en 1981, j'étais pas née. Mais il y avait le magazine Sears, par exemple, qui, je pense, a un peu remplacé le catalogue de distribution consommateur. Puis je me souviens que quand on était petit, on découpait dedans à Noël là, pour faire nos listes de cadeaux et tout. Puis je comprends un peu aussi par rapport à l'âge que c'est vrai qu'il y a un côté un peu universel de ça. Je pense que c'est seulement que c'est une période de notre vie où est-ce que la personnalité se forme, on regarde beaucoup les autres, on est peut-être plus sensible justement à tout ce qui est publicité, société de consommation, tout ça. Fait 11 ans aussi, ça reste que, on s'entend en 1981, c'est un film de style coming of age, mais ce qui est particulier, c'est que souvent les coming of age, c'est plus associé à l'adolescence ou à l'enfance, mais là, Riccardo, il est vraiment dans un entre-deux. On le sent pré-ado, vraiment. On sent que sa personnalité essaie de se former. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué par rapport au film, c'est la notion d'authenticité qui se développe chez le personnage. Puis le consumérisme en tant que tel, c'est comme si c'était la force d'immaturité, dans le fond, de Riccardo. C'est de ça qu'il essaye de se défaire au fil du film, tu sais.
Ah, ben c'est parce que ça devient pratiquement une compulsion chez lui, là. Puis tu le vois même dans la façon dont la narration au début est faite. Il va présenter le catalogue puis ce qu'il désire comme objet avant même de présenter les membres de sa famille. C'est comme s'il était dans un oral comme on faisait en 5e année, puis qu'il parle pour se décrire lui-même, puis il se définit par ce qu'il veut, par les objets qu'il a envie d'avoir, par les objets qu'il a. Puis ensuite, il parle de son histoire familiale. Mais dans ce film-là, Ricardo n'est que convoitise. C'est-à-dire que pendant toute la première moitié du film, il fait juste vouloir des choses. Il veut l'attention de ses pères, il veut Anne Tremblay, il veut des trucs, mais on dirait vraiment que ce catalogue-là représente cette compulsion-là chez lui. Je trouve ça intéressant que tu parles de Anne Tremblay, qui est une personne, tu sais, justement, puis que je sais pas s'il y a une question aussi de cette époque-là, puis justement du fait d'être tu sais, de pas être, même pas un adolescent, tu sais, j'ai le goût de dire un jeune homme, mais même pas. Je me demande par rapport à ça, parce que je l'avais pas nécessairement vu de cette façon-là, mais comme, tu sais, du point de vue un peu de l'objectification de la femme, est-ce que, malgré lui, Ricardo, il voit les gens aussi comme des produits un peu... Mais je pense qu'en plus, c'est d'autant plus important pour Ricardo de montrer et de construire son identité par rapport à ce qu'il possède, parce qu'ils le peuvent moins, en fait, avec sa famille. Parce que peut-être que les autres enfants de son âge, ils ont aussi ce désir-là, mais vu qu'ils possèdent les objets et que leurs parents, ils arrivent à, je sais pas, avoir le Kawaii, le Walkman, ce genre de choses, peut-être que le sentiment va être moins exacerbé que Ricardo qui peut pas avoir toutes ces choses-là. Donc du coup, ça va ressortir. Mais peut-être que les autres font aussi au final ce sentiment-là. Ouais, puis c'est assez classique aussi quand je parle en tant que scénariste, là, mais en scénarisation, tu vas toujours vouloir un personnage qui, tout le temps, ce qu'il veut, c'est quelque chose qu'il peut pas avoir. C'est vraiment quelque chose qui est important dans les structures de toutes les formes d'histoire, de films qu'on a. Puis Ricardo, clairement, justement, mais ça m'amène à un deuxième point qui est important dans le film, qui est le conformisme, justement. C'est, dans le fond, tu sais, ce besoin-là de posséder des choses, il y a ça, mais c'est intrinsèquement lié aussi au fait qu'il veut s'inclure, il veut se sentir inclus dans sa nouvelle école où il connaît personne, où justement il sent le poids d'une différence qui, pour lui, est marquée par les objets que les autres ont puis que lui n'a pas. Comment est-ce que vous voyez ça? Il y a clairement un esprit de conformité qui est en lien justement avec tout cet esprit capitaliste-là. Mais ça, tu le vois très bien chez Ricardo, ben, en tout cas, le personnage, peut-être pas chez l'homme aujourd'hui, je ne sais pas, mais tu vois très bien dans le personnage du fait qu'il ne fait que se comparer durant l'entièreté du film, que ce soit se comparer à son cousin avec où c'est qui est rendu dans sa vie au niveau de sa sexualité. Il se compare d'une certaine manière avec son père et ce qu'il a vécu en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, en se faisant des espèces de scénarios dans sa tête où justement il est sous l'emprise d'un nazi, que ce soit sa prof, que ce soit un autre nazi X, Y à qui il essaye de passer des Walkman, etc. Ricardo ne fait que essayer d'être comme les gens qu'il connaît, comme les gens qui ont du succès un peu en quelque part. Les seules personnes de qui justement il s'éloigne, c'est surtout justement son père quand il voit ben, dans le centre d'achat ou sa sœur au quotidien en fait qui essaie de s'en détacher le plus possible parce que il y a vraiment un esprit très profond ancré dans ce personnage-là de vouloir être cool, de vouloir être le centre de l'attention et d'être parmi les autres et non pas être un rejet un peu comme sa sœur l'est. Ah, mais aussi dans un environnement comme la fin du primaire ou le début du secondaire, c'est une période où appartenir devient ta première priorité sociale parce que c'est des structures sociales embryonnaires. Les gens combattent pour une place, puis à un moment donné, au début du film, il exprime son désir d'avoir des trucs qui flashent. Fait qu'il veut ressortir du lot, mais pas pour les mauvaises raisons. Il veut ressortir du lot, mais pour être comme tout le monde. Puis je pense que là devient aussi du fait qu'il développe le mensonge, puis que ça devient pas mal sa seule porte de sortie. Puis les moments où il est les plus heureux, surtout dans la première moitié du film, c'est quand un de ses mensonges fonctionne. Quand il choisit, par exemple, d'aller intégrer la gang des Kiwis rouges, puis il dit, OK, ben là,
moi, j'ai ma stratégie pour rentrer dans les gangs. Il dit, je vais leur faire croire que j'ai des playboys. Puis là, tu vois, il y a une musique upbeat qui part, puis il y a le grand sourire. C'est vraiment ce sentiment-là de dire, OK, j'ai réussi à m'intégrer par le mensonge. Mais ça, les Playboys, moi, ça me fait juste penser. En fait, c'est de la naïveté que j'aime beaucoup, en fait, chez ce personnage-là, justement, qu'on voit dans cet esprit-là de tout ça, là. Tu sais, cette naïveté-là des Playboys pour se faire des amis, il la transporte même jusque dans ses fantaisies ou dans sa tête. Les nazis, tu sais, il serait apte à piéger des nazis, à faire qu'ils lui pardonnent, qu'ils le laissent aller en échange de magazines Playboy. Il est tellement dans cet esprit-là de la vie c'est facile, t'as juste à faire ci, ceci pour arriver à tes fins, dans cette belle naïveté d'enfant que moi j'aime vraiment ce côté-là, en fait, ce côté peut-être un peu niais de l'enfance qui est présenté via ce personnage-là. Ouais, lui, dans sa tête, il a développé une tactique infaillible. Puis le plus fou de ça, c'est justement cette narration-là d'une pensée d'enfant est narrée par un adulte, par Riccardo Troggi lui-même, avec sa voix d'adulte, mais qui a réussi à reformer ses pensées de garçon, puis d'essayer d'expliquer un peu comment il arrivait à cette logique-là. Ouais, ben je pense que c'est vraiment un tour de force, honnêtement, de la part de Riccardo Troggi, de rendre ce personnage-là aussi attachant, alors qu'il est si superficiel et tellement égocentrique. Je pense que c'est en partie quand même grâce au charisme aussi de Jean-Carl Boucher, qui le rend tellement bien. Mais effectivement, je pense, ouais, il y a quelque chose dans la perspective aussi d'enfant qui est tellement réaliste, tellement réussi, qu'on embarque là-dedans, puis on se reconnaît, en fait, dans son personnage. Pour moi, c'est pas qu'on se reconnaît dans ce personnage de Riccardo Troggi, c'est qu'on a tous déjà été un peu ce Riccardo Troggi. On a tous été des pré-ados remplis d'hormones et remplis d'un désir d'être plus que ce qu'on était. Je pense que c'est pas un personnage à qui on peut facilement s'identifier, mais c'est un feeling auquel on peut facilement s'identifier. Parce que autant moi que vous, j'en suis convaincu. Tu parlais tantôt du magazine Sears. On a tous feuilleté le magazine Sears avec tellement d'envie d'avoir les affaires cool, genre les robots qui se battaient dans le ring de boxe, qui pétaient après 2 utilisations puis qui coûtaient genre 60$. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont forgé en fait les personnes qu'on est aujourd'hui. Parce que c'est assez propre en fait à ce que c'était de grandir au Québec. Donc là, Margot, je suis un petit peu de côté, je suis désolé. Mais j'ai des souvenirs similaires de découper des modèles de jouets dans les magazines et de les coller dans une lettre au Père Noël. C'est quelque chose que je faisais aussi, donc... Ouais, parce que, Margot, tu disais que, quand on était hors onde, tu disais que ce film-là, tu trouvais qu'il y avait quand même des référents culturels qui étaient vraiment similaires, puis que ça t'a surprise à ce point-là. Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce que en France, moi, j'ai une image des années 80 qui m'était propre, et je m'étais dit, avant de voir le film, voir des années 80 au Canada, ça va sûrement pas être la même chose. Et j'étais surprise de voir autant de similarités avec les styles de vêtements, même les coupes de cheveux, enfin l'esprit, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué par la ressemblance. Et je pense que c'est l'influence nord-américaine qui est venue en Europe et particulièrement en France. Donc c'est quelque chose qui m'a vachement surpris. J'étais pas dépaysée parce que j'ai pu voir des années 80, même si j'y ai pas assisté, mais l'imaginaire des années 80, il est assez similaire dans les deux régions, quoi. Ben en fait, même quand j'y pense, on parle des années 80 et tout, puis on parlait du magazine, mais même le magazine Sears, ça existe plus, puis je suis pas sûre qu'il y a quelque chose qui l'ait remplacé, parce qu'on est à l'ère d'Internet, tout, mais dans un sens, justement, j'ai l'impression que cette réflexion-là sur le conformisme, sur la consommation, tout ça, puis sur cet âge-là où on est très vulnérable à ça, mais c'est d'autant plus significatif aujourd'hui avec Amazon, tout ça, où en 2 clics, tu peux tomber sur tous les produits de l'univers. Puis je suis certaine que les jeunes de 11 ans, ils veulent pas moins aujourd'hui acheter plein d'affaires puis qu'ils doivent gosser leurs parents comme on l'a fait. Tu sais, c'est assez intemporel, en fait, je pense. Puis même, c'est de plus en plus présent dans la vie des jeunes. Oui, c'est un super bon point que tu amènes, en fait, surtout avec la globalisation, tu sais.
Je reviens un peu à ça, là, mais tout ce qui était. Tout ce qui est dans le film, ce qui est illustré à propos de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très niais. Tandis qu'aujourd'hui, tu demandes à des enfants, même de 11-12 ans, moi, à 11-12 ans, je savais très bien c'était quoi la Deuxième Guerre mondiale, puis je savais que c'était pas quelque chose de léger, que c'était quoi de très dégueulasse qui s'était passé avec des camps d'internement et tout ça. Tandis que là, lui, c'est un jeune qui, en 1981, justement, dans un monde, un Québec beaucoup plus fermé sur le monde, avec un père qui a vécu cette guerre-là. Et il voit ça, là, mais de manière tellement légère que je pense que ça représente justement très bien le fait qu'à cette époque-là, l'idée d'un monde avec un grand M n'existait pas vraiment. C'est l'arrivée d'Internet qui a beaucoup chamboulé ça, là, donc. Puis justement, je trouve que c'est vachement symbolisé ce que tu dis dans la représentation du nazi. Moi, ça m'a fait tellement rire de voir le nazi en uniforme, mais avec l'accent québécois. Ça m'a tellement surpris et on voit que ça détruit tout de suite le sérieux et la gravité du personnage qui devrait être vraiment, tu vois, violent et grave. Mais avec l'accent, tu te dis, ben, c'est réduit à néant, en fait, l'effet de base. Je veux ci, je veux ça, pourquoi laissez-moi les pas? T'es rendu compte à quel point tu nous épuises avec ta maladie de toujours demander des affaires? On dirait que t'es un robot qui vient de faire ça, demander. Tu vas continuer à faire ça combien de temps? Juste pour savoir si moi, la crise de folle qui vit au-dessus de nos moyens, je suis souviens de nous trouver nos jobs, payer toutes ces affaires-là. Hein? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, hein? Qu'on travaille juste pour t'acheter des astuces de niaiseries? Nous autres, c'est pas grave, on mangera de la merde. De toute façon, c'est une tout qui compte dans cette maison-là. C'est ça que tu veux. Ouvre bien tes deux oreilles et écoute-moi bien. Parce qu'à partir d'asseoir, on va commencer à penser à moi. Un autre cœur important dans le film, c'est la présence de la famille. Puis ça reste aussi quand même très incarné dans le milieu de Ricardo, justement, de banlieue, de classe moyenne, tout ça. La famille, pourtant, pendant une bonne partie du film, ça occupe pas mal un second plan quasiment, alors que c'est les personnages qui sont là tout le long. On dirait que, dans la perspective à Ricardo, en tout cas, c'est au second plan. C'est quand même assez représentatif, je pense, de comment ça se passe dans ces milieux-là de banlieue de classe moyenne, comment, puis c'est clair qu'à 11 ans, ta famille, ça reste que c'est ta vie sociale de base quand t'es enfant, c'est ta famille, là. Mais je trouve ça intéressant, justement, que ça reste que ça aurait pu être une histoire qui se passe seulement à l'école aussi. Mais Ricardo Troggi a décidé quand même d'exploiter ce filon-là parce que, comme je disais plus tôt, finalement, c'est un coming of age sur l'authenticité. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus authentique que des gens qui t'ont connu depuis tes bébés, tu sais? Des gens qui te côtoient au quotidien. T'as mentionné le fait qu'on les voit, tu sais, qu'ils sont au centre du film, mais que c'est comme s'ils étaient en arrière-plan. Quand j'ai réécouté le film, je me souvenais pas que la sœur de Ricardo avait autant de screen time. Moi, je me souvenais là, de deux scènes de elle. Je me souvenais de la scène où elle enlève son mouthpiece pour dire mange la merde à Ricardo. Puis je me souvenais de la scène où elle crie le nom de son chat dehors. Mais elle est beaucoup plus présente dans le film que dans mes souvenirs. Puis je trouvais ça intéressant justement de voir à quel point la famille était mise de l'avant en screen time, mais en même temps que tu voyais vraiment l'évolution de celle-ci selon les désirs de Ricardo, justement. Au début du film, ils sont comme vraiment très dans l'arrière-plan, là, à pas beaucoup parler, pas beaucoup réagir. Ils sont beaucoup plus soit des comic relief ou des rebonds pour le personnage de Ricardo afin de le créer. Puis plus le film avance, plus il occupe une grosse place avec beaucoup de dialogues, des longs monologues, surtout du côté de la mère puis du père. Puis ça se développe vraiment bien en fait. Puis tu vois justement toute la part de la famille à la création de qui est Ricardo Troggi et pas juste de comment il est puis de sa création en termes de personnalité, mais comment il est aussi intrinsèquement là, je prends juste comme exemple la scène où il se prépare un verre d'eau pour annoncer de quoi à son père, il est pas capable de dire, il s'en va, il arrive pour reprendre son verre d'eau pour effacer la douleur dans la gorge de quand il doit partager ses émotions, puis son père l'a déjà bu parce qu'il est pareil comme lui. Tu sais, juste des petits trucs comme ça, je trouve ça tellement intéressant de voir, ok, la famille, même si il en parle comme pas au début, c'est quelque chose dont tu peux pas te détacher. Ah pour rebondir un peu sur ce que vous dites les deux, Marianne, tout à l'heure, tu mentionnais que tes parents, surtout quand tu es jeune, c'est les personnes qui connaissent le plus. Parce que non seulement ils t'ont vu depuis que tu es nouveau-né, mais tu es toujours là-bas. Fait qu'ils savent t'es qui.
Mais c'est drôle parce que même lui, en sachant ça, en sachant que, tu sais, à cet âge-là, tu peux pas vraiment cacher bien des choses à tes parents, lui, il essaie quand même de les escroquer en pensant qu'il y a des nouvelles stratégies qui fonctionnent. Il est comme, ah ouais, ma mère, quand elle est au téléphone, je réussis toujours à y emprunter de l'argent. Ou son père, quand il essaie de le manipuler pour avoir une paix chaque semaine, puis il essaie d'en glisser une petite vite, mais à chaque fois, il se fait un peu avoir parce que lui, il pense que, tu sais, qu'il est comme un génie pour comme berner sa famille, mais au final, tout le monde voit très très clair dans son jeu. Puis ça montre aussi comment, je pense qu'à un moment donné, quand il réalise puis dans cette scène-là formidable avec Sandrine Bisson qui joue la mère, là, vraiment, moi, la performance de Sandrine Bisson dans ce film-là, je trouve qu'elle porte un énorme poids de l'acting général de ce film-là sur ses épaules. Elle est vraiment fantastique. Mais dans cette conversation-là, où tu vois que justement, elle ramène un peu à l'ordre, puis il fait réaliser un peu qu'il est en train de blesser beaucoup de gens autour de lui par son ego qui est surdimensionné à ce moment-là, que c'est là que commence un peu sa rédemption, parce que là, ensuite, il va faire un cauchemar dans l'univers du Petit Prince, puis c'est à partir de là qu'il décide de se prendre en main un petit peu, mais que c'est vraiment sa mère puis les gens autour de lui qui ont fait réaliser tout le mal qu'il est en train de faire. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai constaté dans le film un peu une évolution par rapport à comment le père surtout est dépeint, parce qu'on a, avec l'histoire de ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, une certaine fierté de ses origines quand même, origines européennes et italiennes surtout. D'ailleurs, après c'est un détail, c'est une remarque que je me suis faite, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le contexte de la migration européenne dans cette région. Donc je ne sais pas si vous pourrez m'en parler après, si vous en savez un peu plus. Mais par rapport à la fierté des origines, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu une affirmation de cette fierté au début du film, surtout avec son père, et qu'au fur et à mesure que Ricardo avance et veut toujours plus et finit par avoir honte de son père et de sa famille, on sent que cette fierté d'appartenance du père, elle est de plus en plus ternie parce que pense son fils et parce que pense son fils de lui et de leurs conditions sociales et financières. Parce qu'au début, bon, il possède une maison, tout a l'air d'aller, et de plus en plus jusqu'à cette dispute avec sa mère, entre Ricardo et sa mère, on voit de plus en plus que ça devient un poids et que cette fierté d'appartenance, elle est de moins en moins présente au final. Puis même son professeur, elle dit à toute la classe, ah, c'est spécial, hein, qu'ils viennent d'Italie. Puis Ricardo, il en a vraiment rien à foutre à ce moment-là du fait qu'il est italien. Et puis, pour rebondir là-dessus, justement, l'importance du nom, on sent que le père, il insiste pour que ce soit Troggi, et pas Troghi ou quoi que ce soit. Alors que les enfants, bon, ils corrigent, ils disent Troggi, mais c'est plus par habitude, parce qu'ils comprennent pas l'importance que ça a de, entre guillemets, bien le prononcer. Ils disent juste à la prof, bah c'est Troggi parce que c'est comme ça. Alors que le père, il y a vraiment une intention derrière. Rebondir un peu sur tout ce qui est des noms, là. Petite anecdote, parce que j'ai fait des recherches après le film, j'étais vraiment curieux. Le fait que beaucoup de gens s'appelaient Benito pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas trouvé d'article qui en parlait, mais en 2018, un parti d'extrême droite d'Italie a voulu donner 1500$ à chaque personne qui appelait son enfant Benito. Donc, petite anecdote. Mais ça m'amène à vous poser la question, à quel point vous pensez que le film il est proche de la réalité, puis à quel point il est romancé, en fait. Justement, la bille, je comprends. C'est vrai que je trouve que c'est le genre d'affaire que c'est dur à inventer, là. Honnêtement, là, c'est tellement gros. Peut-être que ça a été grossi, par contre. OK? Mais, tu sais, je me demande à quel point, justement, c'est pas un peu des... Tu sais, les personnages deviennent un peu des archétypes. Il y a beaucoup d'objets qui sont très emblématiques, justement, les kiwis pis tout. Ils étaient peut-être pas rouges, tu sais, peut-être que ils ont été rouges dans le film parce que ça sortait mieux par le directeur photo, là, tu sais. Mais à quel point vous pensez que c'est romancé, tu sais? C'est là que je vais sortir mon background de personne qui a fait des cours de maîtrise, comme ça. Puis dire, c'est parce que ça dépend ce qu'on entend par réalité. Si on parle de la réalité objective du monde, probablement que 99% du film, c'est pas vrai, là, on va se le dire, là. Mais si on parle de la réalité de Ricardo Troggi, l'enfant de 11 ans, je serais quand même curieux de savoir à quel point c'est proche de justement ce qu'il peut avoir vécu comme expérience. Parce que
faut faire le discernement entre la réalité objective et la réalité vécue. Puis dans ce cas-là, on parle beaucoup de réalité vécue, justement. Il y a beaucoup de mise en situation faite par le personnage de Riccardo Troggi, qui est en fait faite par le scénariste, narrateur et réalisateur Riccardo Troggi, où justement, c'est pas quelque chose qui s'est réellement passé, mais c'est comme ça qu'il l'a vécu. Fait que c'est comme ça qu'il le met à l'écran. Puis moi, c'est vraiment beaucoup comme ça que j'ai vu le film, en fait, comme une espèce de mise en place de sa réalité de jeune enfant à cette époque-là. Fait que, tu sais, mais tu sais, dans les faits, si on regarde qu'est-ce qui devait être réel, tu sais, moi, je me dis que justement, tu sais, peut-être que oui, en effet, il y avait un de ses amis que son père était réellement en prison, puis que là, ils se sont parlé, puis qu'ils se sont dit des vraies choses, peut-être que si. Est-ce que tout est arrivé dans l'ordre qu'on le voit dans le film? Pas mal sûr que non. Probablement qu'il a mis un certain ordre pour que ça fasse du sens narrativement, là. Mais c'est ça. J'ai l'impression que ça capture quand même très bien l'essence de ce que c'était pour lui cette époque-là de sa vie. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et je rajouterais aussi que je pense que l'effet de cristallisation, il doit pas mal jouer dans la création aussi. Parce que quand on a 11 ans et qu'on va essayer de reconstituer à l'âge adulte des choses qu'on a ressenties ou vécues à 11 ans, il y a forcément des choses qu'on a trouvées plus impressionnantes ou qu'on va grossir, mais parce qu'à 11 ans, on voit les choses d'une certaine manière et on les comprend différemment. Donc je pense qu'il y a cet effet de cristallisation qui a dû influencer aussi le processus de réalisation. Donc il y a, je pense bien évidemment des choses un peu réalistes ou des choses qu'il a vécues et qui sont bien dans le film, mais après il y a forcément des traits qui ont été grossis parce que de la perception d'un enfant de 11 ans, quand tu prends du recul dessus, il y a forcément une différence, je pense. Nous, on est des juges bizarres un peu de ça parce qu'on n'était pas là en 1981. Mais moi, mon père qui avait exactement 11 ans en 1981, après avoir vu ce film-là, pour lui, c'est une plongée nostalgique dans toutes sortes de souvenirs qui sont très, très concrets parce que je pense que ce que Riccardo Troggi a réussi à faire avec ça, c'est de mettre le doigt sur les éléments qui ressortaient de cette période-là, tant au niveau de la musique que des artefacts. Je pense qu'il a réussi à construire son imaginaire de garçon de 11 ans dans cette période-là, mais que d'autres personnes qui avaient à peu près le même âge à cette époque-là réussissent à retrouver ces éléments-là de façon super sincère. Juste, j'avais cette question-là. Pour toi, finalement, là, après cette discussion-là, comment ce film-là décrit ou décrit pas bien le contexte dans lequel toi t'as grandi? Je trouve que par rapport à la représentation de la banlieue, justement, ce côté-là de consumérisme, je pense qu'il est encore présent, peut-être plus en banlieue que dans les autres régions. Toutes les maisons sont pareilles, puis les parents, ils ont à peu près tous la même job. Ça a l'air niaiseux, mais quand tu habites dans une ville dortoir où est-ce que tout le monde est fonctionnaire ou tout le monde travaille dans une grosse tour à bureau, mais ça fait que tout le monde est un peu pareil aussi, veut pas. Par rapport à ça, je trouve que même si le film se passe en 1981, ben les notions de conformisme, de consommation, puis la famille, ça reste justement dans une ville dortoir, ben c'est ta famille, c'est tes voix quasiment 24 heures sur 24. Tu vas à l'école, tu rentres chez vous, t'as juste la maison. Tu peux pas aller au cinéma, là, souvent quand t'es... en tout cas, je parle pour moi, là, de la ville d'où je viens, il y a même pas de cinéma, pas de musée, pas de salle de spectacle. Tu sais, il y a pas de salon, il y a même pas de salle de bowling, genre, là. Fait que ta famille, ça restait vraiment le cœur aussi de ta vie, là. Samuel, c'est toi qui nous présente ta région la semaine prochaine? Yes, originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, j'aurai le plaisir de vous présenter le film Guy Barre, ça va en guerre, très bon film de Philippe Falardeau. Puis en fait, les points que j'aimerais aborder, en fait, ça va surtout tourner autour de tout ce qui est l'environnement, que ce soit autant niveau de décor, en fait, j'ai le goût de dire, parce que on s'entend que la forêt, qui passe un décor, puis c'est de l'environnement. La politique, bien évidemment, c'est un peu au cœur du film, mais aussi très au cœur de ce qui se passe avec la région. Surtout récemment, j'ai envie de dire, dans les dernières années, et aussi la question, tout ce qui touche en fait aux Autochtones, là, qui est très importante dans le film et dans la région. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez écouter 1981, on va mettre des liens dans la bio pour que vous puissiez trouver des endroits où vous pouvez l'écouter en streaming. Et merci! Merci beaucoup, à la prochaine. Merci! Bonne soirée!